Si vous aimez le mystère, le paranormal, et que vous souhaitez en savoir plus sur les recherches en cours, eh bien restez avec nous sur Fréquence Évasion et découvrons ensemble en compagnie de scientifiques et de témoins les phénomènes que l'on dit surnaturels. Patience, c'est dans une poignée de minutes sur Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Dans quelques instants, la clé du mystère sur Fréquence Évasion, nous allons parler de NDE, d'expérience aux frontières de la mort, et nous aurons en ligne Florence Hubert qui a vécu une expérience, et juste après, nous retrouverons le docteur Jean-Jacques Charbonnier. À tout de suite. Enfin, il existe une radio dynamique et proche de ses auditeurs. C'est Fréquence Évasion, la radio du Grand Sud sur le web. Écoutez la différence. Chaque jour sur Fréquence Évasion Grand Sud, info, loisirs, culture, environnement et détente. Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Florence Hubert, bonjour et merci d'être avec nous. Oui, bonsoir. Alors, nous sommes ensemble pour parler de NDE, d'expérience aux frontières de la mort. Vous avez vous-même vécu une NDE il y a quelques années déjà. À quelle occasion vous avez vécu cette expérience et comment ça s'est passé? Alors, c'était en août 2001 en Corse, le 25 août 2001. Donc, c'était en plongée sous-marine à 41 mètres en dessous du plafond de la mer, ce qui est très profond. Et j'ai plus d'air dans la bouteille. Voilà ce qui s'est passé. Alors c'est vrai que il y a des gens qui m'ont dit que ça s'appelle une narcose des profondeurs. Je vois pas où est le problème de la narcose des profondeurs, d'autant plus que j'étais pas fatiguée, on n'avait pas fait la fête la veille. Vous savez, la plongée c'est quelque chose de très sérieux. Ouais. Donc bon, et voilà quoi. Donc là, à 41 mètres au fond de la mer, quand on n'a plus d'air, c'est pas terrible. Ça doit même être angoissant. C'est très angoissant. Alors là, donc je suis arrivée au fond. Quand je me suis aperçue qu'à la première bouffée d'air avec mon embout, c'était de l'eau salée. Donc je fais du bruit sur ma bouteille avec un caillou pour qu'on se retourne et qu'on vienne me voir. À ce moment-là, quelqu'un d'autre qui faisait partie du groupe m'a donné son embout et a pris le mien. Le problème, c'est qu'avec son embout, j'avais encore de l'eau salée et que lui avait de l'air avec mon embout à moi. Alors là, ça devient très angoissant parce que le cœur commence à battre très très fort. J'ai regardé en haut, 41 mètres, on voit même pas le plafond. Et là, je me suis dit, Florence, t'es morte. Ça, je me suis dit ça. Et puis à la troisième, donc, j'ai redonné l'embout à la personne qui m'avait prêté son embout. Et on m'a donné un octopus de sécurité. Vous savez, un embout de sécurité sur le côté d'une bouteille. Et là, j'ai avalé une troisième fois de l'eau salée. Et puis, à ce moment-là, je me suis décorporée, c'est-à-dire que je me suis décollée de moi-même. Vous voyez, quand j'en parle, et je me suis décorporée de mon enveloppe terrestre pour comme un timbre, c'est ce que je dis à chaque fois, comme un timbre qu'on enlève d'une planche à timbre. Oui. Et je me suis retrouvée à côté de moi. Donc moi, j'étais debout dans l'eau à 41 mètres et mon corps physique était, lui, à genoux sur le sol. Vous étiez dans ce qu'on appelle votre double? Non, j'étais complètement décorporée. Oui. Ce que les gens appellent le corps astral. Oui, c'est ça. Donc j'étais l'énergie, le corps astral, le ayam, l'âme, voilà. Donc était partie et j'étais vraiment mon essence moi-même, mon niveau de conscience, quoi. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé après? Alors ensuite, ça fait un drôle d'effet, hein, quand même, d'être comme ça. Donc si vous voulez, je me suis vue à côté. Sans tourner la tête, vous voyez, Alain, ça veut dire que j'avais un cinéma à 360 degrés autour de moi, donc j'avais même pas besoin de tourner la tête, je me voyais. Et puis à ce moment-là, sur ma droite est arrivée une immense boule de lumière, ouate, coton, quelque chose d'extraordinairement apaisant dans laquelle je me suis engouffrée tout de suite. Et j'ai pas eu peur, hein, même pas une seconde. Hein. Et je suis rentrée dans cette espèce de sphère d'amour, de lumière, de bonheur. Et là, j'ai senti deux bras costauds qui m'ont pris et qui m'ont emmené très très vite, mais pas en hauteur, plutôt horizontalement, à toute vitesse. Et là, j'ai traversé donc ce fameux tunnel, n'est-ce pas, où j'ai pu croiser mon grand-père paternel, grand-père Roger. Je l'ai senti matériellement, je l'ai touché, vous voyez. Il avait un gros ventre, donc je l'ai touché. Et il m'a fait signe de continuer, donc j'ai continué. Et là, je suis arrivée dans une immense salle, dans une lumière supra-lumineuse, où il n'y avait qu'un banc devant moi. Donc dans cette salle où il y avait ce banc devant moi, sur ce banc,
avant sont arrivées 3 énergies, 3 entités qui étaient tout encapuchonnées, vous voyez, comme des moines. Et celle du milieu a relevé la tête, elle avait un petit bouc et elle m'a dit, mais qu'est-ce qu'on fait de toi maintenant? Voilà ce qu'elle m'a dit. Et moi j'ai dit, mais maintenant je reste. Donc c'est-à-dire que très égoïstement parlant, je n'avais absolument pas envie de revenir. Alors cette vision à 360 degrés quand vous étiez de l'autre côté, est-ce que quelque part ça vous semblait pas normal de voir à 360 degrés? Eh ben si, parce qu'en fait, si vous voulez, j'avais pas peur. Donc j'ai pas eu peur quand je me suis retrouvée dans l'eau. Je me suis demandé ce qui se passait, bien sûr, parce que je me suis dit comment je peux être debout à 41 mètres, quoi. Mais j'ai pas eu peur, donc ça m'a paru tout à fait normal. Ce qui m'a paru, je me suis retrouvée dans quelque chose c'est une dimension, j'ai pas de mots pour définir ça. Mais j'avais pas peur, donc oui, j'étais dans un élément normal, j'étais normale, oui. Parce que je me souviens, Nicole Dron disait, je rentrais à la maison. Je me souvenais que j'avais déjà vécu cette chose-là et que tout devenait évident. Oui, mais j'ai pas fait la même NDE que Nicole Dron. C'est pour ça. Moi, oui, c'est ça. C'est sûr qu'on a envie de rentrer à nos solars, à la maison, à notre demeure, comme on dit. C'est vrai que, mais j'ai pas eu l'impression de rentrer chez moi. J'ai eu l'impression d'être très bien là où j'étais. Très, très bien. Par contre, je n'avais pas envie du tout de revenir là où j'étais avant. Oui, alors ce qui prouve bien que vous étiez dans votre état naturel. J'étais tout à fait j'étais dans mon état naturel, dans un lieu qui ne m'était certainement pas inconnu et dans lequel je me sentais excessivement bien, quoi. En paix avec moi-même, vous voyez? Puisque je leur ai dit, moi je reste. Qu'est-ce qui s'est passé après? Ils n'ont pas été d'accord. Parce que je suis avec vous ce soir. Donc en fait, celui du milieu, parce qu'en fait les 2 moines, sur les 3 moines, moi je ne voyais que celui du milieu qui avait relevé la tête. Et donc il avait un petit bouc, il était super sympa en plus. Et donc quand j'ai dit je reste, il m'a dit non, il m'a dit regarde. Et là sur ma gauche, c'est ouvert comme un écran géant, j'étais debout dessus, vous savez, je voyais l'écran géant, j'étais debout dessus. Et là j'ai vu des extraits de ma vie, j'ai vu mes 3 filles. J'ai vu mon premier mari, j'ai vu mon second mari, j'ai vu des scènes de mon enfance, dont une que je vais vous relater parce que c'est celle que je raconte à chaque fois, mais c'est celle qui m'ont montré. Quand j'avais 8 ans, j'étais à la messe, j'allais à la messe avec mes parents, parce que mes parents allaient à la messe tous les dimanches, avec mon copain Franck. Mais nos parents nous donnaient chacun 50 centimes pour mettre dans le nourrin du curé, quoi. Et nous, on était dans le fond de l'église et au moment où le petit panier passait, on faisait semblant de mettre les 50 centimes puis on les mettait dans notre poche. Et puis après, on allait en face de l'église pendant que les parents discutaient sur le parvis de l'église. Nous, on allait chez Mademoiselle Roland, qui avait un spar, et Franck lui demandait d'aller chercher une bouteille de Contrex. Alors cette pauvre petite mère qui marchait pas bien, ses Contrex, elle les mettait dans l'arrière-boutique, mais ça on le savait bien, Et pendant qu'elle allait chercher la bouteille de Contrex, moi je dévissais les bocaux à bonbons et puis je m'en mettais plein les poches, quoi. Et voilà. C'était pas très bien. Non, c'est pas bien. Non, c'est pas bien du tout. Mais voilà. Donc ça, ils me l'ont montré. Alors vous voyez qu'ils ont une mémoire, la mémoire se poursuit. J'étais toute petite, quoi. Et puis après, ils m'ont montré mes frères, mon frère aîné, mon petit frère, mes parents. Et puis tout d'un coup, ils m'ont dit maintenant, on va te montrer aussi ça pourquoi tu es venu. Et là, très sincèrement, Alain, vous voyez, je m'en souviens pas. Donc, c'est pas du tout la même MDA que Nicole Dron qui se souvient de tout jusqu'au bout. Moi, je ne m'en souviens pas. Je me suis retrouvée à 16 mètres parce que de 41 mètres, ils me remontaient, bien sûr. Et je me suis retrouvée donc à 15 ou 16 mètres. J'ai été réincorporée par la tête, ça m'a fait mal et puis j'ai entendu boum, enfin un immense boum. J'ai ouvert les yeux, j'étais encore sous l'eau, j'étais mal. Ce que j'ai fait, ce qu'on ne doit jamais faire d'ailleurs, j'ai regonflé mon gilet stabilisateur, je l'ai regonflé à toute vitesse parce qu'ils avaient oublié de me le crever. Et je me suis retrouvée de 16 ou 15 mètres à 0 mètres en l'espace de 3 secondes. Donc les tympans ont explosé, j'ai vomi, j'avais le côté droit paralysé. Donc voilà, le SAMU est arrivé, je suis partie en hélicoptère et je crois que je suis restée 5 ou 6 heures dans un caisson de décompression à Ajaccio. En effet, oui. Oui, voilà, parce qu'ils pensaient que j'avais une bulle d'air dans le dos. Et enfin, ils pensaient, j'en avais une, et puis j'aurais dû avoir des séquelles. J'en ai pas, sauf que je suis médium. Voilà, la seule séquelle que j'ai ramenée. Justement, suite à cette expérience, vous avez développé des dons particuliers, donc de médiumnité. Oui, alors c'est-à-dire que ces capacités, je les avais avant. Mais j'avais pas du tout envie de me brancher dans ce milieu-là, étant donné que moi avant, j'avais tout le confort possible. J'étais pas dans un milieu défavorisé. Moi, j'avais tout le bonheur, quoi. J'avais mon premier mari gagnait bien sa vie, mon second mari, il a gagné encore mieux que le premier. Vous voyez, donc j'avais besoin de rien. Et pourquoi m'embêter à aller dans un domaine où
tous les gens qui font ce métier-là, on a encore des sorciers, vous voyez un petit peu. C'est vrai, oui. Alors que j'avais tout le confort, moi. Après, voilà, alors ces capacités-là que j'avais après cette NDE, j'ai pris un coup de pied aux fesses. Moi, c'est comme ça que j'analyse ma NDE. Moi, ils m'ont donné un coup de pied aux fesses et ils m'ont dit, bon, voilà, vas-y. Donc, c'est après la NDE que je suis vraiment partie dans ce domaine-là. J'ai l'impression qu'ils ont l'air d'être forts pour donner des coups de pied aux fesses. Oui. Et oui, parce qu'en fait, de l'autre côté, ils sont très sympas, c'est vrai que. Mais ils sont aussi, ils peuvent être très rigides et quand on comprend pas, ils peuvent donner des coups de pied aux fesses. Oui. Ouais. Et puis, j'ai l'impression qu'ils aiment pas qu'on pleurniche sur notre sort. Non, ils aiment pas qu'on pleurniche ni sur notre sort parce que dans la vie, on a des perches et il faut les prendre. Moi, celle que j'ai prise, c'était une grosse perche parce que, vous pensez bien, depuis j'ai divorcé, ça s'est mal passé dans les familles. Enfin bon, voilà, j'ai beaucoup d'amis qui m'ont tourné le dos, voilà. Mais j'ai pris cette perche. Alors ils veulent pas qu'on pleure sur son sort, parce que les gens qui prennent pas leur perche, eh bien, ils n'ont pas le droit de se plaindre. Mais il est vrai qu'on n'est pas forcément conscient de recevoir une perche. À un moment, on n'est pas forcément réceptif. Et puis il est vrai que il y a certaines personnes, c'est quand même difficile de vivre certaines situations. On a besoin quand même d'aide quelque part. Ah bah oui, non, mais rien n'est évident. Mais c'est vrai que contrairement à Nicole, parce que je la connais bien, Nicole Dron. Ah, c'est gentil, adorable, Nicole, oui. Ouais, elle est super sympa. J'ai fait une grosse bise et elle nous écoute. Elle nous écoutera, oui. Voilà. Eh bien, c'est vrai que Nicole, moi, ça m'a carrément tout changé ma vie. C'est-à-dire que j'ai pris un virage. Nicole, elle a continué sa vie dans ce domaine-là. Elle raconte très bien sa NDE. Elle a vu des choses sur le futur extraordinaires. Moi, ils m'ont mis un coup de pied aux fesses pour me dire, mais est-ce que tu vas te bouger? Voilà. Oui, on a chacun son vécu. Et on a chacun son vécu. Et chaque NDE, je pense, quand on fait une NDE, c'est pas non plus un concours, mais quand on fait une NDE, on n'en revient jamais indemne, de toute façon. Ah bah, je veux bien le croire parce que, bon, moi j'ai pas vécu de NDE, mais pour avoir côtoyé depuis 25 ans des gens qui ont vécu des NDE, notamment Nicole, entre autres, mais plein d'autres, et si on s'intéresse bien à la question, si on s'approche des gens qui ont vécu ces expériences, on comprend les choses et même ça a un retentissement sur nous, parce que même moi, je vois plus les choses de la même façon du tout. D'autant plus que j'ai toujours cherché très tôt, depuis l'âge de 7 ans, 7-8 ans, donc quand on a bien compris et qu'on fait confiance au témoignage, ça vous transforme par rebond. Oui, bien sûr, ça jaillit sur les autres, bien sûr. Il y a ce qu'on appelle des résonances, nous. Et c'est vrai que ça fait maintenant, la NDE c'était en 2001. Vous voyez, j'ai fait ma NDE le 25 août 2001. Je suis née un 7 août. Oui. Donc 5 et 2, 7. Donc on revient toujours au chiffre 7. Oui, c'est drôle. Oui, c'est drôle. Donc, et après cette NDE en 2001, je suis partie de chez moi en 2004. Donc j'ai mis du temps quand même. Oui. Ça n'a pas été, je suis pas partie dès le lendemain de la NDE, quoi. D'abord, il a fallu que je fasse mon chemin, que je comprenne les choses, que je rencontre des médiums comme Henri Vigneault. Ah oui, que nous avons eu à ce micro, oui. Oui, mais j'ai appelé Henri Vigneault, Rénal Roussel, ils m'ont rappelé pour m'expliquer. D'ailleurs, j'ai eu beaucoup de chance qu'ils me rappellent. Et puis après, la vie est faite que voilà, en juin 2004, je suis partie de chez moi, quoi. Donc j'ai mis du temps quand même. Et c'est vrai que quand on m'a dit que j'avais fait une narcose des profondeurs, je vois pas où est la narcose des profondeurs, sinon je me souviendrais pas de tout ça, j'aurais pas changé ma vie à 100%. Bien entendu. J'avais fait cette narcose, et puis tout ce que j'ai vécu était tellement intense que il n'y a pas de mots terrestres pour expliquer tout ça, quoi. D'autant plus que vous décrivez une vue à 360 degrés, des paramètres que tout le monde décrit, que tous les gens décrivent. Ce sont des choses universelles, ça. Oui, parce que il y a toujours dans toutes les NDE qu'on fait, il y a toujours un lien. Oui. Donc il y a toujours alors il y a le tunnel. Le tunnel, oui. Bon, moi j'ai pas passé mon temps, je l'ai pas vu beaucoup. Moi j'ai juste vu mon grand-père. J'ai quand même bien tracé. Ils ont été vite. Mais ils avaient aussi que j'étais sous l'eau. Ils avaient que 3 minutes, très peu de temps. Oui. Mais il y a toujours le tunnel où on voit quelqu'un qui a compté pour nous dans notre vie. Oui. Il y a toujours une lumière, il y a toujours un amour, il y a toujours beaucoup de compréhension. Il y a des NDE négatives, c'est vrai que ça existe. Ça, c'est peut-être Jean-Jacques vous en parlera aussi. Oui, on en a parlé déjà. J'avais fait une émission d'ailleurs avec Pierre Jovanovic. Oui. Voilà, Pierre Jovanovic.
sur une NDE négative. C'est un Américain qui venait à Paris et puis qui a fait une NDE pendant son séjour à Paris et puis il est tombé justement dans ce qu'on appelle vraiment le bas astral, hein, pour ceux qui... Voilà. Et puis il a eu tellement peur, il a appelé Jésus, et hop, la lumière est arrivée, le tunnel est arrivé, et il est rentré dans la lumière, il s'est extrait de la partie négative. Oui. Ah oui, parce qu'elle existe, les NDE négatifs, il y en a, oui, bien sûr. Moi, j'ai des gens qui viennent me voir, enfin, pas beaucoup, hein, bien sûr. Hein. Mais bon, et c'est quelque chose de plus... Ça peut être traumatisant à la fois et les gens peuvent avoir peur après. Oui. Est-ce que vous ne pensez pas que ça vient de l'état d'esprit de la personne, le fait de faire une NDE négative? Si la personne a des problèmes, si elle n'est pas bien en elle-même, vous voyez ce que je veux dire? Peut-être, oui, ou alors qu'elle a touché à des choses qu'il ne faut pas aussi. Oui, aussi. Hein, parce que bon, faut pas toucher à tout. Hein, mais bien entendu. Pour avoir accès à l'autre côté, je sais qu'il faut faire très attention. Donc oui, faire des choses qu'il faut pas, où la personne est dans ce qu'on appelle j'aime pas ce terme-là, mais il existe pourtant l'auto-envoûtement, vous savez. Oui. Donc elle se détruit elle-même. C'est ça. Hein, oui. Et ça se peut, oui, que ce soit ça. Parce que ce monsieur, c'était un industriel. Il pensait qu'à l'argent, c'était un tiroir-caisse, hein, et qui méprisait ses employés, etc. Et bon, il avait cet état d'esprit et il se retrouve à faire une NDE négative. Et donc il a appelé Jésus. Enfin bon, bref, la lumière est arrivée, et tout est devenu positif. Mais quand il est revenu, il a tout lâché. Hein. Il a vendu son entreprise. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Il a changé complètement de vie. Donc voilà. Donc c'est pour ça que ça me fait dire que c'est aussi l'état d'esprit de la personne. Oui, ça peut être ça peut être l'état d'esprit de la personne. Et puis, mais ce qu'il a fait bien dans sa NDE négative, c'est qu'il a quand même appelé Jésus. Et voilà. Donc c'est quand même la lumière. La lumière. Et dans ces cas-là, il ne nous laisse pas tomber de l'autre côté. Hein. Moi, j'ai vu Jeanne Moranier une année, en conférence à Paris, qui disait pensez à la lumière et parlez aux gens de la lumière, parce que en cas de problème, vous dites je veux voir la lumière et c'est le déclic. Et oui, tout à fait, je suis d'accord. Je suis d'accord. Moi, je l'ai pas connue, Jeanne Moranier. C'est Jeanne Moranier, vous m'avez dit. Jeanne Moranier, oui. Oui, non, mais je l'ai pas connue. J'ai lu les livres de Georges. De Georges, oui. Ouais. Mais c'est vrai que la lumière, ça aide beaucoup. Hein. Bah oui. Et après, il y en a un autre aussi qui a fait une NDE, qui a tout laissé derrière, c'est Ned Dugerty. Ah oui. Hein, qui a fait un super livre après, d'ailleurs. Et Voie express pour le paradis. Ah oui, aussi. Ouais, tout à fait. Et lui, c'est pareil, il a tout laissé. Après, bon, il fait des conférences, hein. Mais l'argent pour lui est devenu moi, mon côté matériel, le côté matériel que j'avais avant dans mon ancienne vie, je l'ai plus du tout maintenant. Hein. Non, on a besoin juste du nécessaire. Voilà, oui. Voilà. Oui, exactement. Hein. C'est la clé du mystère. On marque une pause. On revient dans quelques instants, toujours en compagnie de Florence Hubert. Radio Fréquence Évasion, Principauté de Monaco, Grand Sud. Sur Fréquence Évasion, les stars d'hier, d'aujourd'hui et de demain se racontent en toute liberté. Pour en savoir plus, cliquez sur Programme. Bon surf sur le site de Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. Fréquence Évasion vous informe sur votre région. Que se passe-t-il près de chez vous? Pour le savoir, cliquez sur Région et Office de tourisme. Bon séjour dans le Sud. Venez visiter le site Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. Radio Fréquence Évasion, le son de la Côte d'Azur. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion, toujours en compagnie de Florence Hubert. Nous parlons d'expérience aux frontières de la mort, de NDE. Aujourd'hui, alors, est-ce que vous pouvez dire que pour vous, vous êtes sûr, parce que ça on nous le demande régulièrement, c'est récurrent ici à la radio, vous êtes sûr que c'est une preuve de l'après-vie? Ah oui, voilà. Mais je serais pas revenue. Non, mais c'est pour les auditeurs qui attendent la réponse, vous voyez ce que je veux dire? Hein? Est-ce que pour vous c'est évident, comme on ouvre la fenêtre le matin et le soleil brille? Mais oui, enfin, moi quand j'ai fait ma NDE, puisque c'est la mienne, j'ai croisé mon grand-père, j'ai vu, et je suis revenue, ça m'a fait changer. Je vois pas pourquoi j'aurais changé à ce point-là, sinon. Parce que moi, j'avais tout dans ma vie matérielle qui allait bien. Même ma vie allait bien. Et puis, vous savez, il y a des NDE
Il y en a qui font des NDE comme Jean Morzel, Ah oui, oui, oui. qui lui va voir carrément sous la table. Tout à fait, les numéros de Oui, séries. alors il y a bien quelque chose quand même. Ah oui, oui. Non, non, ce que je veux vous dire, c'est par rapport au ressenti. Vous voyez, Oui, là, en ce d'accord. moment, on discute ensemble, on parle ensemble, on est à la radio, bon, voilà, ça existe, c'est tangible, c'est palpable. Est-ce que c'était la même chose de l'autre côté? Même certains nous disent c'était beaucoup plus tangible que notre vie ici terrestre. C'est beaucoup plus joli. Plus joli. C'est plus joli. Ce que j'ai vu, moi, c'est plus joli. Les couleurs sont différentes. J'ai pas eu la sensation d'avoir mal quelque part, vous voyez? Oui, oui, oui. J'avais pas mal. Quand je suis revenue à moi à 16 mètres, j'ai eu mal, hein, ça Ouais, je te garantis. ouais. Et puis après, Ouais. en question de décompression, j'ai eu mal aussi. Hein. Là, j'avais pas mal. J'étais dans une espèce... J'étais entourée d'amour, alors j'avais pas mal. Oui, oui, bien sûr. Et puis, vous voyez, je laissais mes enfants, je laissais mes 3 filles, Ouais, ouais. je laissais ma famille. Mais vous voyez, ça me faisait pas mal. Mhm. J'étais dans l'amour inconditionnel pour eux, alors que Ouais, ouais. eux, je serais partie de l'autre côté, vraiment, je serais parvenue, eux auraient eu très mal. Bien sûr. Et même pas moi, non, bien sûr, j'étais plus, oui, je suis plus en affinité avec l'autre côté qu'avec le côté terrestre où il y a beaucoup de, on est mal par moment. Ouais, hein. ouais, ouais. Alors, que répondez-vous aux personnes qui vous disent, par exemple, oui, oui, c'est bien joli tout ça, mais tu as vécu un joli rêve? Mais je les contrarie plus. Si vous voulez, c'est fini pour moi le temps d'essayer de prouver quelque chose. Ouais, Donc je les contrarie pas, je leur dis Ouais. si tu veux, ouais, ouais. si vous voulez. Ouais, ouais. Voilà. Non, Et mais- à la limite, si je suis dans mes bons jours, je vais leur dire mais je te souhaite de vivre la même chose, quoi. Tout à fait. Voilà. Mais non, Florence, je vous disais ça pour faire le parallèle avec un rêve, parce que il y a des gens, comme moi par exemple, je vis des rêves qui sont vraiment tangibles, quoi. Des fois je fais pas la différence entre cette vie-là et le rêve. Alors on pourrait en discuter longtemps même, hein, du rêve, hein. Parce que le rêve quelque part c'est une réalité. On en discutait avec réalité, oui. voilà avec Jean-Jacques Charbonnier, avec je sais plus qui encore. Le rêve, je sais plus quelle personne me disait, mais tu es en décorporation quand tu rêves la nuit. Oui, c'est vrai. Voilà, donc, mais là, vous étiez lucide, c'était un peu comme maintenant. Il y a quand même une grande différence entre le rêve et ce que vous avez vécu. Ah oui, oui. Mais ce que j'ai vécu ça m'a imprégné. Mhm. Le rêve, je vais me réveiller le matin, je vais me poser des questions. Voilà, c'est ça. Ce que j'ai vécu, je me suis posé aucune question. Mhm. Je me suis réveillée, je ne me suis posé aucune question. Je suis partie. Quand je suis sortie du question de décompression, Mhm. j'ai regardé la personne qui est venue vers moi et qui m'a dit mais je ne te reconnais pas dans tes yeux. Mhm. Hein. Mhm. Cette personne, c'est mon ex-mari. Ah ouais. Et moi, j'ai dit mais qu'est-ce que je fais là, quoi. Donc, vous voyez. Mhm. Oui, 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 tout à Donc fait. là, et puis après, qu'est-ce que je fais là? Je me suis même plus posé de questions que le rêve. On se réveille le matin, Ouais. on se dit ben mince, Mhm. c'était vrai, c'était pas vrai, mais Ouais. on continue notre vie. Oui, on est plutôt, alors dans le rêve, même si on rêve en décorporation, par exemple, on est plutôt dans notre mental. C'est plutôt le mental qui travaille dans le C'est rêve. quand même, c'est en décorporation, c'est votre niveau de conscience qui se délocalise, d'accord? Oui, c'est ça. C'est Ouais, ça. Mais quand ce niveau de conscience réintègre votre corps, ouais. Mhm. eh bien votre mental va prendre le dessus, lui. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire, c'est là où vous allez vous lever et vous allez vous dire j'ai rêvé ça, mais ça veut dire quoi? Mais je suis complètement fou, mais Oui, oui, voilà. oui. Mais le mental, vous allez vous poser des questions, c'est ça. Mhm. C'est ça, oui, 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 oui. Que la NDE, que ce soit Nicole, que ce soit Jean Morzel ou plein d'autres personnes, on ne s'est même pas posé de questions à savoir si c'était vrai ou pas. Le mental, il a même pas agi. Ah ben oui, moi des fois j'appelle Nicole, j'ai posé plusieurs fois, hein, je la connais depuis longtemps, mais je dis mais quand tu as vécu, est-ce que c'était net, elle m'a dit oui, c'était beaucoup plus net qu'un rêve, quoi, ça n'a même pas Oui, de c'est rapport, ça n'a même n'a pas de rien à rapport, voir. ouais. Ouais. Voilà. Non, j'aborde cette phase-là pour que les gens comprennent, parce qu'on nous pose souvent les questions, c'est pour ça qu'on nous dit c'est bien, hein, chez vous on a toujours les réponses, on est là pour ça. Voilà, ben moi je définirais ça comme ça. Le rêve, on se pose des questions le lendemain. La NDE, c'est tellement fluide, limpide, net, clair, qu'on se pose aucune question, on y va. Alors je suppose qu'aujourd'hui ça a tout changé dans votre vie. Ah oui. Vous voyez les Ah choses oui, ça beaucoup m'a plus... évidemment, ça m'a provoqué un second divorce. Je vous dis, j'ai des amis qui m'ont tourné le dos, de la famille. Bon, c'est pas facile de parler de ça encore dans la famille parfois. Donc bon, j'ai des parents qui ont beaucoup
faut évoluer. Hein, Ouais. Bon, à ce niveau-là, j'ai un père. Mon père est venu me voir en conférence, c'est génial, quoi. Ah oui, oui, oui. Mon père était hermétique, il est venu quand même me voir 2 fois en conférence. Oui, ça a changé beaucoup de choses. Je n'ai pas le même train de vie qu'avant. Bon, comme vous dites, hein, on vit. Hein. Ah oui, oui, on vit même On vit. mieux. Moi, voilà, parce que je vis de ça maintenant, bien sûr. Ah, j'ai ouais. une rémunération, etc. Mais j'ai pas du tout le même train de vie qu'avant. Mais à la limite, ça me manque pas non plus. Non, non, non. Du moment qu'on peut faire des choses Oui, intéressantes. oui. Très bien. Voilà. Et puis, ce qui est important, c'est d'être bien entouré. Et c'est ça le plus difficile. Ben, c'est ça. C'est-à-dire que là, dans le milieu dans lequel je suis, bon, on est quand même dans une famille. On se comprend tous, c'est la même famille. Hein. Bien sûr. C'est une famille d'âmes qui se retrouvent avec des niveaux de conscience plus différents quand même. Tout à fait. Voilà, mais c'est quand même une famille. Que la famille terrestre, elle est complètement différente. On arrive dans une famille pour faire une incarnation terrestre. Ouais. Alors vous n'avez pas eu de message particulier, vous n'avez pas eu d'informations particulières, tout s'est arrêté. Si, j'ai eu des informations particulières, vous allez me traiter de folle si je vous l'ai dit. Ah non, allez-y, pas ici, hein. Non. Alors j'ose vous le dire, d'accord? Allez-y. Alors, des informations sur des personnes décédées? Bah surtout en général, des informations, comme Nicole avait eu par exemple, mais ça peut être autre chose. Alors moi j'ai eu le nom du pape. Oui. Là, le pape François. Oui. Donc j'avais son prénom, j'ai fait des paris. J'ai pas parié grand-chose, hein. Non. J'ai juste parié comme ça. J'avais son prénom, je savais. Ouais. Voilà. J'ai vu la mort en direct de Marie Trintignant. Oui. C'est-à-dire, je l'ai vue mourir et l'heure à laquelle elle est morte et comment ça s'est passé. Oui. Ça, j'ai des amis qui étaient là à ce moment-là. J'ai eu des infos. J'ai des infos. Pas sur la politique, c'est pas trop mon truc, hein. Non. Mais j'ai des informations sur la fin de l'année. Ça va être très très dur au niveau des. Ben, on le voit déjà, hein, température. Oh là là, catastrophe. Des catastrophes naturelles, il va y en avoir d'autres, Alain. Hein, oui. faut s'y attendre. Hein. Déjà, on est bien, servis nous ici dans le sud. Hein. Ah ben vous êtes gâtés, vous. Hein. Ah oui, vraiment. Nous encore à Toulouse il pleut, mais moi où je suis à Blagnac, il n'y a pas de. Ah, vous êtes à Toulouse? Oui. Ma ville, c'est ma ville, à Toulouse. Oui. Ah oui, je suis plus toulousain que parisien, moi. Hein. Eh oui, je suis à Blagnac, exactement. Bah oui, mes parents habitent à Blagnac, justement. Ah ben voilà. On est voisins. On est voisins. Oui. On se retrouve. Donc, c'est sûr, vous êtes à Paris, là. Hein. Ah non, là je suis à Nîmes. Vous êtes à côté de Marseille, d'accord. Oui. Ok, Nîmes, vous êtes gâtés, enfin. Oui, on est gâtés. Nîmes-Montpellier, c'est une véritable catastrophe. Ah oui, vous êtes gâtés, ouais. Non, des catastrophes naturelles, il va y en avoir d'autres. Oui. Voilà. Des accidents, des gros accidents aussi, des avions, des choses comme ça, voilà. Mais j'espère que ça va quand même s'arrêter, ces histoires de oui, mais c'est un cycle naturel, hein. Je pense qu'il faut passer par là. Oui, mais enfin bon, en ce moment, on fait beaucoup d'émissions sur les chemtrails, les épandages chimiques aériens. Il y a beaucoup de gens qui observent les épandages et tout ça. Ça fait partie d'un tout. D'un tout, oui. Est-ce qu'il y a beaucoup de manipulation quand même, hein? C'est-à-dire que les médias, voilà. Hein. Tout à fait. Et si vous voulez, les médias, elles parlent de ce qu'elles ont envie et elles nous bourrent le crâne avec ce qu'elles ont envie. Hein. Oui, on n'a pas de réponse. Enfin, moi, je vois, nombreux sont les auditeurs qui nous appellent ici, qui n'ont pas de réponse sur tel ou tel sujet. En ce moment, je vous le disais à l'instant, c'était les chemtrails, parce qu'on voit les épandages sur la Côte d'Azur, partout. Hein, il y en a partout, hein, de toute façon, même aux États-Unis. Hein. Donc les gens se posent des questions, les gens commencent à avoir un petit peu peur et voilà, et puis ils se réveillent aussi. Hein. Ben, puis ils se réveillent, voilà. Hein. Mais de toute façon, c'est sûr que la nature va reprendre le dessus sur ce qui lui appartient. Ah ouais. Et donc et puis vous savez, avec tous les, c'est vrai que les hommes ont fait beaucoup de travaux au niveau des côtes, des choses comme ça. Bon. Oui. Il faut que ça redevienne. Bon, oui, il y en a encore. L'année 2015, c'est pas fini encore. Hein. Non. Et ça s'éclaircit à partir de quand? Eh bien, moi, je dirais, d'après ce que je reçois, voilà, deuxième semestre 2015. Deuxième semestre 2015. Ça commence à aller mieux. Tant mieux alors. le plus vite sera le mieux, comme on dit. Ça commence à aller mieux. Voilà. Quand est-ce qu'on va pouvoir retrouver le ciel bleu qu'on avait avant? Oui. Place du Capitole. Place du Capitole, je sais pas. On verra bien. Hein. Oui, exactement, ouais. Florence, est-ce que vous auriez quelque chose à ajouter? Non, que j'ai trouvé fort sympathique que vous m'appeliez pour cet entretien, que je fais des gros bisous à Nicole parce que bon, je la connais bien aussi, et qu'il faut garder l'espoir et surtout garder en mémoire que en chacun de nous il y a une petite parcelle divine, hein, puisque Dieu est l'unité universelle
qu'on l'appelle Bouddha, Allah, enfin bon voilà. Hein. Oui, bien sûr. Et que cette parcelle divine, eh ben, c'est une petite flamme, il faut l'imaginer comme une petite flamme au niveau du plexus, donc la lumière, et qu'il faut jamais que cette flamme s'éteigne. Sûr. Il faut jamais désespérer. C'est comme ça que je définirais un petit peu la force de vivre qu'on a tous. Est-ce qu'on peut vous retrouver sur Internet? Alors j'ai un site Internet où les gens peuvent aller. Oui. Tape Florence Hubert et puis voilà. D'accord. Et qu'est-ce qu'on peut trouver sur le site? Alors il y a différentes émissions que j'ai faites, il y a toutes les conférences que je fais partout en France. Des journées d'approche à la médiumnité que j'organise maintenant aussi, et puis mon parcours que les gens peuvent suivre, voilà. D'accord. Vous avez des projets particuliers, des conférences, un projet d'écriture, je ne sais pas? Alors là, la prochaine conférence est à Toulouse. C'est une grosse conférence à Colomiers, avec une association qui s'appelle Source de Vie Toulouse. Oui. Donc où il y aura justement Henri Vigneault, Georges Puig, Hérald de Gaglio et moi-même. Et puis ensuite, je fais régulièrement, je vais sur Paris, je vais sur Nantes, je vais sur Angers, je vais sur Caen, dans des librairies, où je fais des conférences et des rendez-vous. D'accord. Voilà. Et puis j'organise régulièrement des journées, ce que j'appelle des journées d'approche à la médiumnité. C'est pas des stages, c'est pas des formations. C'est simplement parce que il y a beaucoup de dérives en ce moment sur tout ça, et que on peut pas tous faire de la médiumnité, que c'est dangereux. Tout à fait. Et donc, sur cette journée-là, je fais une approche de tout ce qui peut être dangereux et de toutes les protections qu'on peut avoir. C'est bien de le préciser. Voilà. Florence Hubert, merci d'avoir participé à la Clé du Mystère sur Fréquence Évasion et à très bientôt. Je vous remercie beaucoup. Bonne continuation. À bientôt. Oui. Au revoir. Au revoir. Merci Florence Hubert pour votre témoignage. Dans quelques instants, nous allons retrouver le docteur Jean-Jacques Charbonnier. À tout de suite. De Menton à Toulouse, Radio Fréquence Évasion, le soleil du Grand Sud. Venez découvrir la cuisine et les recettes du Grand Sud. De la Corse à la Provence, du Languedoc au pays toulousain, toutes les recettes du terroir vous sont proposées sur le site de Fréquence Évasion. Cliquez sur Programme et Cuisine. Bon appétit avec Fréquence Évasion. www.fréquenceévasion.com. Votre soirée télé sur les 6 chaînes et la TNT. Qu'allez-vous regarder ce soir? Pour en savoir plus, cliquez sur Programme TV. Fréquence Évasion vous propose le programme de votre soirée grâce à programme-télé.org. Bonne soirée à la télé ou sur Fréquence Évasion. Partout dans le Grand Sud, Fréquence Évasion. Docteur Jean-Jacques Charbonnier, bonjour, merci de participer à cette émission. Bonjour. Alors, nous venons d'écouter le témoignage de Florence Hubert qui a vécu une NDE, une expérience aux frontières de la mort. J'ai envie de vous demander, y a-t-il quelque chose de nouveau dans les recherches? Dans les recherches, oui, et immédiatement, nous avons eu la publication du docteur Sam Parnia de l'université de Southampton, qui a publié le 7 octobre une étude qui est intéressante, mais enfin qui révolutionne rien. Par contre, cette étude, elle a été, je dirais, exagérément mise en exergue par les médias, en donnant des chiffres qui sont faux, en fait. En fait, je m'explique. Oui. On a titré la plus grande étude réalisée jusqu'à présent sur les expériences de mort imminente. 2060 patients étudiés, etc. Alors c'est vrai que l'étude qui, à ce jour, fait référence est l'étude de Pim van Lomen, ce cardiologue qui avait présenté donc une étude sur 344 arrêts cardiaques interrogés. Et cette étude a été publiée dans The Lancet en 2001, et c'est une étude qui devient poussiéreuse puisque c'était des patients qui avaient été réanimés 10 ans auparavant. Donc vous voyez, on est quand même un... Et, mais enfin, c'est toujours et encore cette étude-là qui reste la plus grande. Alors je m'explique, les auditeurs ne vont pas comprendre, 2060 patients d'un côté, 344 de l'autre. Mais en fait, les patients de l'étude de Samparnia qui ont été interrogés, c'est pas du tout 2060 patients. L'étude a été faite effectivement à partir d'une cohorte de 2060 arrêts cardiaques durant la période étudiée, mais il y a eu seulement 330 patients qui ont été réanimés, et sur ces 330 patients, il suffit de lire l'article qui a été publié en anglais, 140 étaient interrogeables, et sur ces 140,
Van Numen, sur 344 patients interrogés, qui fait autorité. D'accord. Et je signale, d'autre part, qu'il y a un Français, c'est pas un Anglais, parce que Samparnia est un réanimateur anglais, il y a un Français qui s'appelle François Lallier, et qui va présenter au CHU de Reims une thèse médicale, donc il va devenir docteur en médecine grâce à cette thèse sur les expériences de mort imminente. Lui, il a travaillé pendant 3 ans, et il a interrogé 118 patients qui avaient fait des arrêts cardiaques. Donc, il a fait une étude qui est supérieure à celle de Samparnia au point de vue quantitatif. Et je ne vais pas dévoiler ici les résultats de sa thèse parce qu'elle a vraiment de quoi surprendre. Ah oui? Oui. Elle a de quoi surprendre, donc je vais pas. Je fais effet teaser si vous voulez. Non, mais on n'a pas le droit de dévoiler les. Mais c'est quelque chose d'intéressant. Oui. Il y a pas mal de choses intéressantes dans cette thèse, et j'ai eu le privilège et l'honneur de diriger cette thèse. Encore aujourd'hui, on a mis au point les derniers détails de sa thèse, et c'est vraiment quelque chose qui va bouleverser, je crois, les acquis et les connaissances sur les expériences de mort imminente, que moi j'appelle, vous le savez maintenant, expériences de mort provisoire. Oui, en fait, ça va dans le bon sens. Ça va tout à fait dans le bon sens. Bon, vous nous rassurez là. Ouais, ça va dans le bon sens, ça va pas dans l'autre sens. Tant mieux. Le sens qu'on affectionne tous. Oui, exactement. On a envie que ça avance. Bah, bien sûr, on a envie que ça avance. Là, je pense qu'il va faire vraiment faire un bond en avant à la connaissance de ces expériences de mort imminente. Ce qui est intéressant, il ne faut pas minimiser l'étude qui a été publiée à l'université de Southampton de Samparnia. Il dit que 2% des patients qui avaient été étudiés ont vécu une expérience de sortie de corps. Alors, c'est pas 2% des 2060 patients, c'est 2% des 120 patients. C'est 2 patients, en fait. Vous voyez. Oui, d'accord. Donc, voilà, il faut relativiser les choses. Mais il y en a un qui a pu témoigner et raconter sa réanimation, notamment l'utilisation précise du défibrillateur semi-automatique, ce qui montre bien qu'il avait une forme de conscience dans les 30 secondes après l'arrêt cardiaque, après avoir l'électroencéphalogramme plat. Et donc ça c'est intéressant parce que il a décrit en visuel l'appareil, il a entendu les bips de façon très précise de l'appareil du défibrillateur automatique qui le réanimait. Donc là, on a vraiment, c'est comme Pamela Reynolds, on a encore vraiment quelque chose de concret pour montrer qu'il y a une perception sensorielle en dehors des sens traditionnels, donc c'est du domaine de l'extrasensoriel, mais c'est très précis, c'est-à-dire qu'il a entendu et il a vu. Donc ça, c'est quand même quelque chose de très positif pour montrer qu'il y a bien une vie après la mort et que lorsque le cerveau s'arrête de fonctionner, eh bien, on est capable d'avoir des perceptions. Alors il y a autre chose aussi dans les médias qui ont été mal conduits ou mal compris, c'est qu'on a fait l'amalgame entre conscience et cerveau. Ah bah toujours, on fait toujours l'amalgame entre la conscience et le cerveau. Donc des médias ont dit, on a prouvé que le cerveau fonctionnait encore. Oui, c'est ça. Au-delà des 30 secondes. Oui. Tout ça parce que ce patient a eu une conscience au-delà des 30 secondes. Mais ça ne veut pas dire que son cerveau fonctionnait au-delà des 30 secondes. Ah bah voilà, ça change tout. Oui, puisque l'électroencéphalogramme était plat. Alors il se repose aussi sur une expérimentation qui avait été faite dans le Michigan, où 9 malheureux rats ont été euthanasiés après leur avoir injecté du chlorure de potassium et les avoir endormis. On a mesuré l'électroencéphalogramme de ces rats et on a montré que dans les 30 secondes qui suivaient, il y avait une hyperactivité au niveau cérébral. Oui. Mais on n'a pas pu interroger les rats pour savoir s'ils avaient fait une expérience de mort imminente. Ah oui, les pauvres. Et on les avait tous tués, évidemment. Mais ça n'a rien à voir non plus avec ce qui se passe dans le cerveau humain. On n'a jamais vu une hyperactivité électrique corticale après un arrêt cardiaque. Jamais. Oui. Non, il n'y a aucun exemple de ça. Alors justement, j'en reviens toujours à ce cas Pamela Reynolds, puisque tout était arrêté, les fonctions vitales étaient arrêtées. Donc là, on en revient toujours à cette preuve. C'est quand même une preuve, ça. Ah ben là, c'est une preuve, je veux dire, c'est une preuve éclatante. C'est celle qui dérange le plus les matérialistes. Oui. Il faut peut-être rappeler très brièvement. Oui, rappelez-la.
je vais aller très vite. Oui. C'est une personne que l'on perd du cerveau parce qu'elle a une malformation cérébrale. Pour l'opérer, on est obligé d'arrêter sa circulation cérébrale pendant plusieurs minutes, presque 1 heure. Et on est obligé aussi de refroidir son cerveau à 15,5 degrés. Et là, on est en état de mort cérébrale. Là, si Stéphane Loret, ce professeur-là, qui est très matérialiste, qui s'accroche vraiment à la thèse du dogme matérialiste, fait une IRM, eh ben, c'est tout noir à l'intérieur. Il n'y a plus de sang, c'est froid. Donc, on est vraiment dans un état de mort cérébrale documenté. Et là, Pamela Reynolds a une conscience beaucoup plus performante que lorsque son cerveau fonctionne, lorsqu'on la réveille. Et qu'elle dit, voilà, j'ai vu ceci, cela, les instruments qui ont été utilisés, elle a pu décrire les temps opératoires, etc. Elle a même décrit la musique, et ils avaient mis Hotel California, je crois, dans le bloc. Exactement. Hein, c'est ça. Donc là, on est sûr que son activité corticale cérébrale ne fonctionnait plus. Donc sans activité corticale cérébrale, on n'a aucune perception sensorielle possible, c'est-à-dire on n'a plus de vision, on n'a plus d'olfaction, on n'a plus d'audition, on n'a plus d'impression tactile. Voilà. Donc on est sûr que ce n'est pas par l'intermédiaire de son cerveau que Pamela Reynolds a eu ces informations. Voilà. De la même façon que dans l'exemple de Samparnia, on est sûr que le patient qui était réanimé n'avait pas accès à ces informations, la couleur du défibrillateur, les bips sonores, etc., par l'intermédiaire de son cerveau, par l'intermédiaire de son lobe occipital qui donne la vision, par l'intermédiaire de son audition. Donc voilà, là on a vraiment, enfin de toute façon, plus on va aller, plus les preuves vont s'accumuler. Vont tomber, oui, bien sûr. Vont être très mal par rapport à leur dogme, ça c'est sûr. Est-ce que vous avez recueilli d'autres témoignages de patients ou de personnes qui auraient vécu l'expérience? L'expérience de mort provisoire? Oui. Ah ben, pour vous donner un ordre d'idée, il ne se passe pas une semaine sans que je reçoive 3 ou 4 témoignages de plus. Ah oui, quand même. Alors, il faudrait pouvoir les décortiquer, il faudrait pouvoir les analyser comme l'a fait François Lallier dans sa thèse, il faudrait pouvoir les interroger, il faudrait pouvoir leur faire le test de Grayson. Vous savez que potentiellement, il y aurait en France, ne serait-ce qu'en France, 2,5 millions de personnes qui auraient vécu ça. C'est sûr que moi, je ne peux pas tout faire. Oui. Je ne peux pas, colliger tous ces témoignages. C'est sûr, oui. À un moment donné, il y avait une psychologue qui m'aidait, Julia Crisiane, qui travaille au Centre expérimental des expériences de mort imminente à Paris, CEMI. Il a un peu lâché le truc parce que, bon, c'est tellement énorme le boulot qu'il y a à faire. Donc c'est vrai que moi je m'oriente plutôt vers l'exploration de la conscience d'une autre façon, justement, puisque vous avez eu Florence Hubert il y a un instant, par l'intermédiaire des médiums, pour voir ce qui se passe au niveau de la conscience lorsque celle-ci est déconnectée de la conscience analytique. C'est-à-dire que lorsqu'il n'y a aucune perception sensorielle, je pense qu'il y a l'émergence d'une autre forme de conscience, que j'appelle la conscience intuitive, avec donc des possibilités extrasensorielles. Et je me suis dit, fort de cette théorie ou de cette hypothèse de travail, je me suis dit que peut-être que les médiums seraient capables, en salle opératoire ou en réanimation, de recueillir des informations émanant des personnes qui sont dans ces états-là. Ah pour oui. Ça serait d'un soutien et d'une aide considérable. Imaginons que l'on puisse savoir ce que pense un comateux pendant qu'il est en coma profond. Il aurait envie de dire quoi à sa famille, il aurait envie de dire qu'il ressent quoi, quel message veut-il faire passer, a-t-il envie qu'on poursuive au-delà du raisonnable de sa vie, telle qu'on la conçoit, nous, en réanimation, voilà. Tous ces éléments-là, on les a pas. Ça doit être faisable, hein, ça doit être faisable. Hein. Eh ben, c'est faisable parce que les premiers tests que j'ai faits m'ont tellement fait peur que je les ai arrêtés, parce que là, je travaille maintenant actuellement avec un avocat spécialisé dans le droit des malades, et je mets au point un protocole d'accord, parce qu'on ne peut pas fouiller comme ça dans la conscience des comateux ou des gens qui sont anesthésiés. Donc, cette hypothèse de travail que j'avais suggérée dans le livre « Les 3 clés pour vaincre les pires épreuves de la vie », je l'ai mis en application en réanimation et pendant les anesthésies générales. Et moi, ce que je rêve, c'est que les médiums rentrent de façon naturelle dans les blocs opératoires et dans les réanimations pour nous dire ce que ressent un patient anesthésié. Parce qu'il est sûr que à son réveil, c'est comme nous quand on se réveille
d'un sommeil normal tous les matins, eh ben, on ne se souvient pas de tous les éléments de nos rêves. Non. Très rare qu'on se souvienne. Enfin, moi, je me souviens d'éléments quand même assez pertinents. Hein. Des fois, je fais... Pas tout le temps, hein, mais je fais pas la différence entre le rêve et ce qu'on vit là, en ce moment. C'est tellement... Voilà, c'est tellement fort que je me dis, mais au fait... Puis des fois, j'ai des doutes. Je me dis, mais tiens, c'était dans le rêve ou c'est en réalité ici? Enfin, tout au moins, parce que le rêve, finalement, c'est une réalité. Hein. C'est une réalité, mais on se demande d'où viennent les informations. Alors, Freud dit que les informations viennent de l'inconscient, c'est-à-dire des souvenirs et de nos frustrations, de nos névroses et de nos psychoses qui sont sous-jacentes. Mais peut-être qu'on a aussi des informations qui viennent d'une autre dimension. Voilà. Et c'est ça qui m'intéresse beaucoup, moi. Parce que, selon ma théorie, nous aurions accès à notre conscience intuitive dès que notre conscience analytique s'éteint. Tout à fait. C'est-à-dire pendant les comas, les anesthésies générales, le sommeil ou les arrêts cardiaques. Et là, on n'a plus accès donc à nos perceptions sensorielles et s'allume alors une autre forme de conscience que moi j'appelle la conscience intuitive et qui nous relie à toutes les informations donc qui sont d'une autre dimension, informations de nos défunts, informations divines, informations des champs akashiques comme dit Erwin Laszlo ou les champs morphogénétiques comme dit Shadrach. Enfin, tout un tas d'informations qui nous arriveraient et qui nous permettraient si on pouvait les garder, d'avoir une ligne de vie différente. Tout à fait. Lorsqu'on est en éveil. Malheureusement, il y a cette conscience analytique qui, dès le réveil, fait le ménage. Qui prend le relais, ben voilà. C'est ça. Elle censure tout. C'est ça. Donc, dès notre réveil de sommeil d'une nuit, eh ben, hop, notre conscience analytique se met au boulot, à notre insu, et va gommer toutes les informations qu'on a reçues pendant la nuit. Pourtant, on en reçoit beaucoup. Pendant les anesthésies générales, seulement 2% des personnes se souviennent, c'est très peu. Pendant les comas, 5%. Pendant les expériences de mort provisoire, 18% selon Pin Van Nomen. Si on prend les critères de Grayson, on trouve même dans l'étude de Pin Van Nomen, non pas 18%, mais 12%. Dans l'étude de François Lallier, on est voisin des 18% aussi. Il y en a très peu parce que la conscience analytique se met en route. Mais il y a des gens qui sont plus dans l'intuitif que dans l'analytique. Et donc ceux-là, eh ben, ils ont davantage de souvenirs. La meilleure preuve, ce sont les enfants. D'après l'étude de Melvin Morse, 65% des enfants ont un souvenir de leur expérience de mort provisoire pendant leur arrêt cardiaque. Tout ça parce que les enfants ne sont pas du tout dans l'analyse. Voilà, exactement. Nous, on est beaucoup dans l'analyse. On va essayer de se repérer par rapport au temps, par rapport à l'espace, et aussi par rapport aux mesures que l'on peut faire par rapport aux autres. Que représente-t-on par rapport à lui, par rapport à elle ça met en exergue l'ego, tout ça. Elle nous rend malheureux, notre oui, tout à fait. Analytique, c'est ce que les orientaux appellent le mental, c'est la même chose. Oui. C'est la clé du mystère sur Fréquence Évasion. On marque une pause. On revient dans quelques instants et nous retrouvons le docteur Jean-Jacques Charbonnier pour la dernière partie de l'émission. À tout de suite. Vous écoutez Fréquence Évasion, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Provence, Côte d'Azur. Fréquence Évasion vous donne la possibilité de dialoguer sur l'un des 3 forums. Paranormal, région et musique. Venez dialoguer sur les forums Fréquence Évasion. Cliquez sur Forum. Bon surf sur le site de Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. Vous aimez le mystère, le paranormal, vous avez vécu une expérience, dites-nous-le. Contactez Fréquence Évasion. Cliquez sur Programme et Paranormal Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. Fréquence Évasion, c'est la chaleur provençale, une vraie bouffée d'oxygène. Fréquence Évasion, le soleil du Grand Sud. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion. Nous retrouvons le docteur Jean-Jacques Charbonnier pour la dernière partie de l'émission. Nous parlons de NDE. Il faut le déconnecter, l'intellect, à un moment donné. Ben voilà, il faut savoir le déconnecter. Il faudrait pouvoir méditer. Oui. Alors méditer, c'est un bien grand mot, mais il suffit de se mettre en position off. Au niveau cérébral. Donc, dans mon livre Les 3 clés, je donne quelques recettes, mais qui me sont personnelles. Donc, on peut avoir des personnes. On les voit d'ailleurs quelquefois. Je m'amuse, moi, quelquefois quand je suis dans des salles d'attente via un SAS pour prendre l'avion ou quoi. Je regarde les gens. Quelquefois, il y en a qui sont dans des états méditatifs. On les voit très bien. Ils sont assis de
façon confortable, ils ont le regard fixe. Paf, ils sont partis, ceux-là. Ouais. Alors, à condition qu'ils ne soient pas partis dans des analyses, dans des pensées où leur conscience analytique va être en action, ils seront dans la conscience intuitive. Et puis, paf, ça dure. Quelquefois, observez les gens. Ils ont ce regard fixe, et puis ça dure pas longtemps. Ça dure quelquefois quelques secondes, quelques dizaines de secondes, et puis c'est tout. Alors, je me dis, tiens, il y en a un là. Voyons combien de temps il va tenir. Et c'est rare que ça dure plus d'une minute. Bah oui, c'est sûr. Mais c'est ce que disent souvent les médiums que j'ai à ce micro, et qui me disent, on peut travailler, ça se travaille tout ça. Ah oui, ça se travaille. Oui. Il faut un peu décrasser tout ça, quoi, finalement, et puis sortir justement de ce mental, de cet intellect, et le laisser un petit peu sur l'étagère, et puis rentrer dans l'information, quoi. Alors les médiums me fascinent, moi, parce que ils ont cette capacité de faire des allers-retours entre la conscience intuitive et la conscience analytique. C'est-à-dire qu'ils se mettent en état de réception, ils reçoivent les informations, la conscience intuitive, non et ils sont obligés, après, quand ils ont un consultant ou quand ils sont devant une salle, d'être dans la conscience analytique, c'est-à-dire de raconter ce qu'ils ont perçu. Et c'est là la difficulté, c'est dans cette transition médiumnique qui est la difficulté, parce qu'ils vont devoir restituer ce qu'ils ont perçu sans interpréter ou sans modifier l'information. C'est-à-dire qu'il faut que la conscience analytique, ils ont la chance d'avoir une conscience analytique qui ne va pas faire le ménage en disant tout ça n'existe pas, de façon consciente. Ils vont faire ces allers-retours entre l'analytique et l'intuitif. Je reçois, analytique, je donne l'information. Hop, je repars sur l'intuitif et je retranscris. Alors, c'est une gymnastique incroyable qu'ils font. Lionel Del, que nous avons reçu à ce micro plusieurs fois, mais moi j'ai fait une émission avec elle il y a quelques jours, me disait exactement ce que vous me dites là, c'est-à-dire que elle arrive elle fait ça comme elle respire finalement. Donc c'est pour ça elle me dit je plane un petit peu, faut que je me recentre un petit peu sur la terre, mais elle arrive à déconnecter quoi. Et elle a des contacts avec justement, c'est pour ça que vous me disiez tout à l'heure que ce serait intéressant d'avoir un médium dans un bloc ou auprès de patients, parce qu'elle m'expliquait qu'elle avait accompagné son mari et qu'elle communiquait avec lui, je veux dire communiquait avec lui même dans l'hôpital quand il est décédé. Oui. Puis Lionel Del c'est quelqu'un de très très sérieux, donc elle l'explique très bien. Oui, alors vous avez des gens comme Florence Hubert, comme Lionel Del, ils sont pas très très nombreux en France, qui ont cette capacité et cette faculté qui peuvent nous rendre d'énormes services, mais à travers ça, il y a malheureusement des imposteurs, il faut le dire aussi. Ah oui, bien entendu. Bien entendu. Le truc, et puis qui disent je suis médium, alors ils vous racontent des trucs, et ils font des dégâts ces gens-là. Ils font des dégâts à la fois auprès de leurs consultants et auprès aussi de la famille des médiums, parce que après on fait l'amalgame, on dit ah oui d'accord c'est ça la médiumnité, tous les médiums. Exactement. Voilà. Ouais. Mais au fil du temps on s'en aperçoit quand même. Oui, ils finissent par être dédouanés, mais combien de dégâts ont-ils fait ? C'est vrai. Avant d'être dédouanés, c'est ça le problème. C'est vrai. Mais j'ai l'impression qu'il y en avait beaucoup plus fut un temps, et aujourd'hui j'ai l'impression que les choses se mettent en place, et qu'il y a beaucoup plus de gens sérieux sur qui on peut vraiment compter, quoi. Oui, ça se fait quand même de façon assez naturelle, parce que au bout d'un certain temps, on les voit, c'est des gens qui sont dans l'ego, c'est des gens qui sont complètement centrés sur leur petite personne, sur leur petit profit, mais ça se repère. On n'arrive pas à faire une carrière comme celle de Michel Riffard, par exemple. Ah oui, Michel, qui est arrivé jusqu'au bout. Là, elle vient de nous quitter. Elle allait arriver centenaire, pratiquement, cette dame. Mais combien de services elle a rendu. Et je crois que si ça n'avait pas été des messages du cœur et des messages authentiques, elle n'aurait pas duré. Bien entendu. Elle n'aurait pas duré aussi longtemps. Et actuellement, on voit beaucoup de jeunes médiums qui vont se brûler les ailes et qui vont qui vont dans le mur. On le voit. C'est même pas la peine de donner de nom. Ça se ressent. De toute façon, on le ressent. Hélène Bouvier aussi était quelqu'un de formidable. Oui, bien sûr. Voilà, des gens comme ça. Bien sûr. Voilà. Mais je pense que les choses se développent et à un moment donné, de toute façon, s'il y a une tricherie quelque part, ça tombe. On s'en aperçoit très rapidement. Oui, je suis sûr. Puis de l'autre côté, ça doit s'activer pour que les choses se passent ainsi. Je crois. Et tant mieux, Tant mieux.
Est-ce que vous avez des projets d'écriture, des projets? Oui, j'ai plusieurs projets. Plusieurs projets d'écriture, plusieurs projets aussi, donc c'est un qui me tient particulièrement à cœur, c'est vraiment cette étude que j'ai commencée là sur la communication possible avec les comateux par l'intermédiaire des médiums, et puis des projets d'écriture aussi qui devraient sortir très prochainement. Là, c'est pas un projet d'écriture, c'est une finalité qui croise plusieurs regards sur les tabous de la mort. À travers donc une enquête que nous avons réalisée sur plus de 3000 personnes. On a eu 2800 réponses, donc c'est énorme. Enfin, je peux publier les chiffres comme a fait Sam Parniard, mais là je dirais que les réponses. Donc les réponses, nous en avons obtenues avec Annie Babu 2800, c'est beaucoup, sur un sondage d'opinion sur le suicide assisté, l'euthanasie, les soins palliatifs et les expériences de mort imminente, les expériences de mort provisoire. On a croisé des populations comme ça. Alors des populations qui se tournent le dos. Ceux qui s'intéressent aux expériences de mort provisoire, c'est pas du tout les mêmes qui s'intéressent au suicide assisté ou à tout. Je me doute, oui. C'était ça qui était intéressant. Et on l'a écrit à deux mains. Donc l'autre auteur est Annie Babu, qui est une militante, elle, de la DMD, donc une association pour le droit de mourir dans la dignité, qui est favorable au suicide assisté, qui est favorable à l'euthanasie active. Donc, nous avons croisé la plume avec elle, puisque moi je ne suis pas du tout dans ce trip-là. Je dirais, je suis opposé à tout ça. Je trouve que le business qui s'organise autour de suicide assisté en Suisse, par exemple, ça me rend c'est effrayant ça. Et on a argumenté autour de ce questionnaire, autour de ces réponses à ce questionnaire. Alors, il y a des statistiques, puis il y a des résultats qui sont assez savoureux, parce que, par exemple, on sait que les catholiques sont contre l'euthanasie, et par contre, la majorité des catholiques qui nous ont répondu sont favorables. Vous voyez, des choses comme ça. On n'est pas au bout des surprises en lisant le livre, parce qu'on apprend des choses assez intéressantes de nos réactions à travers nos vies respectives, nos recherches. Bon, on se complète assez bien avec Annie Babu parce qu'on n'est pas d'accord, donc c'est assez original de faire un livre à deux auteurs et avec lesquels on n'est pas d'accord, ou le lecteur sera peut-être d'accord avec les deux, j'en sais rien. Alors, dans la conclusion, il y a quelque chose d'assez amusant, c'est que ma maman est toujours ma première lectrice. Ah, ben c'est bien ça. Ouais, toujours. Elle a un âge avancé maintenant, elle a plus de 80 ans, mais c'est toujours ma première lectrice. Et en tant qu'ancienne institutrice, elle se régale de les dernières fautes d'orthographe. Oui, je me doute. Donc, même à mon âge, quelquefois, je me fais engueuler. Et elle a eu cette conclusion que j'ai mis dans le livre, parce que je la trouve très, très bien. Elle dit j'ai bien vu que Madame Babu et toi, vous n'étiez pas d'accord du tout. Mais ce qui est bien, c'est que vous avez raison tous les deux. Ah oui. J'ai trouvé ça très joli. Oui, c'est vrai, c'est rigolo. Ça veut dire qu'on a trouvé les bons arguments qui touchaient, et qu'on a su les défendre. De toute façon, il y a que dans l'échange qu'on arrive à trouver les solutions. Le livre, il s'appelle Suicide assisté, euthanasie, soins palliatifs, NDE, 4 regards sur les tabous de la mort. D'accord. C'est le titre définitif, ça sera aux éditions Très Daniel, et ça va paraître avec un préfacier surprise. Donc on a plusieurs noms, et ça sera quelqu'un de connu, et il nous fait la gentillesse de préfacer. Je le dis pas parce qu'ils sont... il y en a plusieurs en liste. Et si vous voulez venir en parler ici, ça sera avec plaisir. Ah ben oui, on viendra avec Annie Babu, parce que Annie Babu, alors, autre particularité de ce livre, habite en Guadeloupe. Oh là là. Oui, en effet. Donc on s'est rencontrés pas par coïncidence, parce qu'il fallait qu'on se rencontre. Voilà. Et pourtant, on habite à plusieurs milliers de kilomètres l'un de l'autre. Il fallait qu'on se rencontre pour faire ce livre. Et on a écrit ce livre donc à des milliers de kilomètres de distance. Comme quoi. Et chaque fois, on s'est changé dans nos dialogues. Vous voyez, on peut faire un livre. Les auteurs étant très éloignés. Donc c'était vraiment. Vous voyez, je suis presque malheureux que ça s'arrête, parce que c'était un échange très, très intéressant pour nous deux, et une expérience qui était très enrichissante. Est-ce que vous avez des conférences de prévues dans le sud, à Toulouse, certainement, évidemment, mais un peu partout en France aussi, non? Oui, bien sûr. Donc tout va être sur mon site www.charbonnier.fr.
Alors, ce site est en reconstruction parce qu'il y a tellement d'informations. Ah oui, ça je sais, je suis allé voir. Non, il est illisible. Alors, bon, il faut aller sur Actualité, il faut faire dérouler la bande avant de voir où je vais. Donc là, on est en train de le refaire et il y a au moins une conférence tous les mois, quelque part. D'accord. Tous les mois, il y a quelque chose. Je vais aussi aller en Belgique, au Canada, et où c'est que je dois aller encore à Marrakech. Oui, sous le soleil de Marrakech. Ça n'est pas encore sur mon site, en train de D'accord. Merci d'avoir participé à notre émission et à bientôt sur cette antenne. Au revoir. Merci beaucoup. Fréquence Évasion.